Et c'est parti pour Patrimoine thématique. Nous sommes ravis de retrouver Jérôme Barré. Vous êtes associé chez Yards. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un thème qui est la mutation de la taxe foncière, le glissement de la taxe foncière vers l'IFI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc d'un impôt local à un impôt patrimonial, Jérôme? Exactement, c'est bien le danger de la hausse générale de la taxe foncière qui fait que ce n'est plus simplement un simple impôt technique qui est destiné à financer les communes et les collectivités locales. Ça devient maintenant un impôt récurrent sur la détention immobilière. Donc si on est propriétaire, on doit quitter cette taxe. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes ont été obligées de trouver de la ressource. Et cette ressource, évidemment, elle est passée des usagers, parce que la taxe d'habitation, c'est pour les usagers, à des personnes qui ne sont pas forcément usagères, mais qui sont propriétaires. Et donc, en recentrant sur les seuls propriétaires, qu'ils soient occupants ou qu'ils soient bailleurs ou bien héritiers d'un bien ancien, on alourdit forcément leur taxation. Et donc, en pratique, ce glissement implicite vers une logique d'IFI, de masse, tous les propriétaires, quels qu'ils soient, paient à leur niveau une taxe foncière. Donc c'est un poids désormais comparable, voire supérieur à l'IFI? Et oui, alors c'est ça le paradoxe, parce qu'on a l'impression que l'IFI, c'est très symbolique et que ça affecte les gros patrimoines, et que si c'est les gros patrimoines, on a des gros revenus. Si je prends un exemple concret sur un bien de 500 000 euros, à peu près, on a une taxe foncière de l'ordre de 2 500 euros par an. Par an, ok. Ça fait donc 25 000 euros sur 10 ans. C'est l'équivalent de l'IFI sur la plus basse tranche. Ah d'accord. Pour le bien en question, donc c'est pas simple. En 2024, la taxe foncière a représenté 55,3 milliards, alors que l'IFI, pour lequel tout le monde se bat pour des symboles, c'est 3 milliards. Ah, oui. Donc on voit que la différence est énorme. D'accord. Donc c'est un vrai véritable impôt patrimonial et qui a un véritable impact budgétaire. Donc l'IFI, lui, il est limité à 186 000 foyers, alors que la taxe d'habitation, elle va concerner 34 millions de foyers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un IFI pour chacun, si je peux dire. Chacun étant propriétaire va payer cet IFI indirect, puisqu'on voit cette hausse qui affecte bien son patrimoine. Oui, c'est une mécanique de hausse structurelle et quasi automatique, du coup. Exactement, puisque chaque année, les valeurs locatives sont indexées sur l'inflation, donc il y a un effet cliqué, alors même si effectivement, mais c'est supérieur à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'en 2023, on avait 7,1 d'augmentation, D'accord. en 2024, 3,9, et avant 2023, c'était encore supérieur. C'est plus que la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Oui. C'est donc énorme. Et les communes disposent en plus d'un pouvoir autonome d'augmenter leur taux. C'est ça. Et là, c'est l'inflation. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide dans une fraction qui est non négligeable. On a vu plus 19 à Nice, plus 15 à Saint-Étienne, plus 14,5 à Nancy et presque 20 à Paris. Le résultat, c'est une inflation véritablement fiscale sur la détention immobilière qui est difficile à contrecarrer. Pouvez-vous nous parler de l'extension de l'assiette et de la superposition des taxes, Jérôme? Alors, l'État, pour recouvrer ces taxes, il va mettre un arsenal en place. Il y a l'IA. C'est encore le début, mais on voit que ça a marché, puisque on l'a vu notamment pour les balcons, pour le petit local qu'on a mis dans un coin dans lequel on a fait son abri de jardin. La piscine, c'est extrêmement visible, donc ils sont passés sur Géoportail, ils sont allés regarder ça. Donc avec ça, on a un croisement pour retrouver l'assiette. Et puis, la taxe foncière, on a des taxes annexes, on a la taxe sur les ordures ménagères, on a la taxe GEMAPI, vous savez, pour la gestion des risques d'inondation qui s'est rajoutée, la taxe spéciale d'équipement, la TSE. Donc pour un même bien, on a un cumul de ces impositions. Ah oui, c'est d'autres taxes en plus. Qui se rajoutent. Dès lors que vous avez taxe foncière, vous avez ces taxes qui se rajoutent et vous n'avez pas de possibilité de vous en sortir. Donc à la fois, vous élargissez l'assiette par la recherche et vous superposez ces taxes sur une même taxe foncière qui va déclencher toutes les autres. Donc c'est une fiscalité déconnectée de la capacité contributive. C'est bien la difficulté. L'IFI, vous avez la possibilité, d'une part, d'imputer des passifs. D'accord. D'autre part, vous avez un plafonnement qui existe. Pour la taxe foncière, il n'y a pas. Donc c'est inopérant pour les classes moyennes, et la taxe foncière, elle va frapper tous les patrimoines qui sont non liquides, la résidence principale, le bien dont on a hérité de longue date, et ça crée finalement un sentiment, un effet confiscatoire quand les revenus disponibles ne suivent pas. C'est bien la difficulté. Qu'en est-il de la convergence implicite entre la taxe foncière et l'IFI? C'est un double étage fiscal, Jérôme. Vous avez un IFI qui est progressif, plafonné, et donc, je le disais, qui autorise des déductions, mais qui est un impôt national. La taxe foncière, elle est forfaitaire, elle est indifférente à la structure d'endettement, et elle est sans progressivité. Donc, vous avez, pour les patrimoines supérieurs, l'IFI, vous savez, c'est un patrimoine supérieur à 1,3 million. Vous avez en fait un cumul double pour un même bien. L'IFI au niveau national et la taxe foncière au niveau local. Donc, on peut parler d'un impôt patrimonial bicéphale. Donc, cet impôt national, l'IFI, et l'impôt local n'est pas le dernier.
parce que pour un certain nombre de contribuables, on voit que finalement l'IFI a doublé si on ajoute l'impôt sur Mm. la taxe foncière. C'est donc quelque chose d'élevé. Est-ce que vous pouvez nous parler du risque futur de la révision des valeurs cadastrales entre 2026 et 2028? La définition de la valeur cadastrale, elle a été fondée en 1970. C'était normalement la valeur de rendement du bien. Sauf que on l'a mal calculé, on n'a pas beaucoup avancé. Le projet qui est sous-jacent, c'est de dire on va réactualiser les valeurs pour qu'on ait une vraie valeur réelle. Mais alors, Mm. si on rajoute ça aux valeurs qui est là, je ne sais pas quel va être le quotient multiplicateur. Ça va être très important. Quelles sont les conséquences économiques et sociales, Jérôme? On sait que le marché immobilier est difficile. Mm. Hausse des taux, la part qui est allouée aux revenus versus l'endettement est devenue plus stricte. Le marché est fragilisé et donc évidemment, votre capacité contributive va diminuer parce que vous avez une taxe foncière qui est plus élevée. Et donc également, ça touche toute personne. Donc vous avez un retraité qui a des revenus plus faibles, même si on parle des retraités en disant qu'ils ont des forts revenus, mais ils ont un revenu plus faible. Ils ne peuvent pas augmenter ce revenu. Et donc, en fait, il y a une forme d'injustice intergénérationnelle qui vont taxer les biens qui sont peut-être un peu passifs, mais certes, c'est les leurs, c'est leur propriété, et ça va quand même engendrer des difficultés de paiement. Dans ce contexte, est-ce que vous avez des conseils à donner aux propriétaires, Jérôme Barré? Alors, je ne suis pas polémiste ni polémique, mais effectivement, il faut vérifier bien les données cadastrales. Parfois, vous apercevez que dans une commune, vous payez un peu la tête du client. Il faut regarder les surfaces. La catégorie, c'est plus compliqué parce que la catégorie, c'est la fraction dont le bien. Est-ce que vous avez tant de salles de bain, machin, ce que vous retrouvez dans la taxe d'habitation, vous le retrouvez partiellement dans la taxe foncière. Et à ce moment-là, engager une réclamation. Pour engager une réclamation, ce que je conseillerais, c'est de payer d'abord et établir la réclamation en plus. Derrière, on en a de plus en plus. Mm. Ensuite, vous avez des exonérations temporaires, mais qui sont relatives. C'est la construction neuve, c'est la rénovation énergétique dans certaines communes, pas dans toutes. Utiliser les mécanismes de dégrèvement en cas de vacances involontaires, etc. Mais vous voyez, c'est compliqué, c'est subtil, ça ne concerne qu'une fraction de la population, il faut y être attentif, mais ça ne satisfera pas tout le monde. Merci beaucoup, Jérôme Barré. Vous êtes associé chez Yards. Merci de nous avoir accompagnés. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.